Il était une fois deux gros barbus tannés de se faire dire « Ne fais pas cette tâche, c'est pas pour ça que t'as appliqué » ont décidé de se mutiner et de se faire pirates contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode du podcast de Go Pirate. Bonsoir Maurice. Salut Olivier. La semaine dernière, sur LinkedIn, on a fait un petit sondage à savoir lequel seraient les sujets le plus appréciés pour ce soir et c'est le sujet dont on va traiter aujourd'hui. On va parler de la disparition éventuelle des descriptions de postes au profit des rôles dynamiques en entreprise. Parmi les réponses qui ont été assez populaires là, sur notre page LinkedIn, que je vous invite à visiter, il y a eu aussi des questions, une en particulier là, qui s'est démarquée. On nous demande si c'est possible d'explorer le potentiel de ces idées-là ou le défi que ça représente dans un milieu syndiqué ou très structuré. Là, Maurice, ça, c'est pas exactement notre milieu naturel, n'est-ce pas? Non, j'ai travaillé dans plein de milieux. Les milieux syndiqués, ça a été une rareté pour moi. Puis quand j'ai travaillé dans ces milieux-là, c'était habituellement pour des changements qui n'étaient pas aussi entremêlés avec le genre de relation de base qui entre les entreprises et puis les syndicats. Donc, c'est encore un sujet qu'il faut qu'on explore. C'est une super question, puis c'est quelque chose qu'on devrait savoir. Fait qu'on on s'est entendu, on veut commencer à interroger les entreprises syndiquées qui l'ont fait. On en a trouvé quelques-unes ici au Québec, mais là, on sait qu'on a beaucoup de nos auditeurs qui viennent de la France. Et là-bas, je pense, la plupart des compagnies sont syndiquées. Si vous connaissez des entreprises qui ont fait ce genre de transformation-là, ou si vous en faites partie, pointez-nous dans la bonne direction, puis on va essayer de pouvoir leur parler incessamment, puis... Donc, dans un épisode futur, on va être capable vraiment d'adresser en milieu syndiqué comment mettre ces approches-là en place. Ouais. Là, on va continuer à faire nos devoirs. On n'a pas trouvé beaucoup de documentation sur le sujet, mais c'est quelque chose qu'on veut continuer d'explorer. Donc, aussi, si vous avez des questions comme ça entre les épisodes, vous savez qu'on est très actifs sur LinkedIn. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir, à nous poser des questions, à nous proposer des sujets. On va prendre tout ça en note, puis on va préparer des épisodes pour vous éventuellement. Absolument, on a une énorme banque de connaissances. Si vous avez des préférences sur quoi mettre en priorité, on va se faire un plaisir de le faire. Avec plaisir, certainement. L'épisode d'aujourd'hui, donc, pour parler des rôles dynamiques au sein des entreprises et des organisations. L'épisode va être structuré comme ça. En premier lieu, on va parler des 5 paliers. Donc, on vous parle souvent du spectre des entreprises, d'un côté plus traditionnel d'un côté, plus progressiste de l'autre. On va voir en termes de rôle et de description de tâches, c'est quoi le spectre qui émerge là-dedans. Pour ce sujet-ci. Pour ce sujet-ci, oui. On a nos 9 tendances. Chaque une des tendances a son propre spectre. Exact. On va passer assez de temps sur la situation actuelle, le statu quo. Pourquoi est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on est en voie de faire disparaître la description de tâches. Ensuite, on va voir les alternatives. On va pas toucher à tous les paliers là, en profondeur, mais on va regarder un peu à mi-chemin puis dans les extrêmes qu'est-ce qu'on retrouve. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut piratiser tout ça. C'est-à-dire que vous soyez en position de prise de décision en entreprise ou pas. C'est quoi les étapes qu'on peut aborder pour aller vers quelque chose d'un peu plus progressiste là-dedans. Ça te convient, Maurice? Ça me convient. Donc, Maurice, toi, dans les derniers jours, tu as passé du temps à séparer, dans le fond, les 9 trends en plusieurs paliers, plusieurs niveaux, selon ce qu'on voit en ce moment sur le marché puis dans les organisations. Oui, c'est pas un framework que j'essaie de faire, là, okay? C'est pas quelque chose qui est strict, clair et bien défini, mais c'est vraiment pour se donner une certaine idée du spectre dans lequel, pour chacun de ces tendances-là, une entreprise peut se retrouver. Donc ici, j'ai mes 5 niveaux. Le premier, ce sont les postes statiques. C'est essentiellement ce qu'on retrouve en entreprise en temps normal. Donc, l'entreprise va identifier des besoins immédiats qu'elle a. Elle va créer un poste autour de ces besoins-là avec des responsabilités très, très bien définies, puis
puis des compétences qui sont recherchées, puis ils vont embaucher quelqu'un pour combler strictement ces besoins-là. Donc, le bon outil pour le bon besoin. OK? Oui. Si on pense à une entreprise comme une machine, puis à des employés comme des rouages ou comme des outils, c'est une approche qui est pleine de sens. Le problème, c'est pas réellement ça, la vie. Oui. Les entreprises sont pas une machine simple, mais c'est comme un écosystème de systèmes. Donc, c'est extrêmement complexe, puis les besoins vont changer beaucoup. Les gens eux-mêmes sont pas comme des rouages, qui est un système aussi simple qui est possible de l'être, mais ce sont des gens complexes avec un éventail de talents, de compétences et puis d'intérêts. Maintenant, mais des fois, c'est plus simple, Maurice, de les traiter comme des rouages, tu sais. Ben oui, ils rentrent dans des petites boîtes, c'est facile, dans un petit casier Excel, là, on est capable de rentrer tel employé-là, avec deux petits casiers à côté, on sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Mais en tant que personne, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas se développer là-dedans. La majeure partie de notre talent est juste gaspillé. Tu sais, le nombre de fois là, qu'on a entendu « T'occupe pas de ça, c'est pas tes affaires, c'est pas dans ta description de poste. » Ouais. Y a-t-il une affaire plus crissante d'entendre que ça? Ouais. Puis ça, on va le laisser comme ça tel quel dans le podcast. Ah oui. Donc, le deuxième niveau, c'est celui des postes flexibles. Là, on change un peu notre façon de penser. C'est plus on a un problème, puis on cherche la plug pour boucher le trou, là. OK? Quand on arrive à ce niveau-là, en tant qu'entreprise, on essaie de savoir ce qu'on a pour travailler. C'est-à-dire que la bonne pratique à faire là, c'est de comprendre quelles sont les compétences qui sont présentement disponibles au sein de l'entreprise, puis de combler tous les trous qu'on a en aidant à former les employés actuels. Donc, ce qu'on veut avoir, ce ne sont pas des gens qui sont à usage unique ou à spécialité unique. On va avoir des gens qui vont se développer pour être capables de faire plusieurs choses différentes, puis pour diminuer notre besoin d'avoir à recourir avec du personnel extérieur. Donc, on augmente puis on étend la compétence des gens qui sont déjà là, qui ont envie de le faire, puis qui s'en sont capables. Exact. Le troisième niveau, c'est concevoir son propre poste. Là, ça commence à être le fun. C'est-à-dire que, bon, souvent, on va commencer avec un poste qui nous est affecté quand on est embauché. C'est le cas dans la plupart des entreprises qui vont commencer à faire ce genre de transformation-là. Mais on peut commencer à avoir la discussion à où est-ce qu'on veut amener son poste. Telle chose qui sont en lien avec le poste, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, ou je préférerais faire telle autre affaire. Je comprends que ça, c'est un besoin, mais ce besoin-là, il serait plus en lien avec ce que telle autre personne à côté est en train de faire. Vous négociez pour vous échanger les responsabilités comme ça, puis arriver à concevoir le genre de poste que vous voudriez avoir. Puis, tu sais, au final, c'est un peu en ligne aussi avec notre concept de mission. Là. Je veux dire, là, la compagnie ou le département a un objectif, puis si c'est fait, on est content. Peu importe comment, par qui. Oui, absolument. Absolument. On va voir dans l'article qu'on veut publier en lien avec ce podcast-ci, je parle aussi les changements qui vont être apportés pour chacun des paliers en ce qui a trait aux évaluations. Je sais qu'on a beaucoup ils ont de gens en ressources humaines dans notre auditoire, donc ça va vous intéresser parce qu'on peut pas juger, on peut pas évaluer les gens de la même façon quand on change notre modèle d'opération. Puis, honnêtement, je pense que les évaluations vont devoir être un sujet ultérieur de podcast aussi. Là. Oh, absolument, absolument. Ouais. Mais là, on va commencer à avoir certaines pistes vers lesquelles on va aller. Parfait. Le quatrième niveau, ce sont les rôles dynamiques. Okay? Fait qu'à cette étape-là, on se débarrasse des postes préfaits. On se débarrasse des postes fixes de toute façon. Point. Okay? Mm-hmm. Chaque poste est un ensemble de responsabilités. Pas nécessairement des responsabilités qu'on met à une personne, ce sont des choses qui ont besoin d'être faites au sein de l'entreprise. Au niveau 4, on met ça dans un bac, si on veut, puis on discute en groupe qui fait quoi. Okay. Donc, les postes sont plus un package deal, mais on peut former essentiellement, bon, présentement, moi, j'ai plus de temps, je peux prendre cette responsabilité-là, celle-là, puis à partir du moment où une de mes responsabilités devient plus importante pour une raison quelconque, temporairement ou de façon permanente, je suis capable de repasser mes autres à quelqu'un d'autre. Ou je me développe un nouvel intérêt, disons que je suis développeur, puis j'ai envie de commencer à m'intéresser au marketing, par exemple. Je peux prendre une responsabilité de marketing.
Un autre point intéressant avec le niveau 4, c'est qu'on s'assure qu'il n'y a pas juste une personne qui fait une responsabilité donnée, mais qu'il y en a au moins deux. Il y a une certaine redondance là, qui se crée. Là. Exact. C'est une sécurité pour l'entreprise. Puis ça permet aussi d'établir des relations de mentorat. Donc, la personne qui est le plus expérimentée, qui est en charge de ça, va prendre quelqu'un de moins expérimenté, la monter en compétence, puis après ça, elle va pouvoir aller faire autre chose, tandis que la nouvelle personne va pouvoir entièrement reprendre ça, puis commencer à avoir son propre étudiant aussi. Parfait. Le dernier niveau, qui est celui qui est le plus éclaté, on transforme tous les besoins de l'entreprise, on les met dans une espèce de marketplace interne. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'on détermine que l'entreprise a besoin d'une affaire ou d'une autre, ça peut être juste des propositions, ça peut être des choses simples comme quelqu'un doit faire doit remplir la paperasse pour le gouvernement pour telle chose, disons. Ouais. Ou ça peut être, on voudrait explorer tel nouveau produit ou tel marché, on ne l'a pas encore exploité. On met tout ça dans un endroit commun, ouais. puis les gens vont voter sur qu'est-ce qu'on va faire par leur présence, dans le sens que, moi j'ai envie de participer à telle initiative qui va aller développer ce nouveau marché-là, puis j'ai un petit peu de temps puis une expertise que je vais pouvoir donner pour aider à remplir la paperasse du gouvernement, mais je ne le prendrai pas au complet. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que l'entreprise fait devient une initiative, un projet. Puis, ceux qui vont être faits, ce sont ceux qui arrivent à trouver des preneurs, donc des gens qui ont envie d'avoir à le faire. Si personne n'a envie d'avoir à le faire, habituellement, ce projet-là meurt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand ce sont des tâches essentielles? Les tâches essentielles sont tout le temps reliées à quelque chose d'autre. Donc, dans un projet, c'est pas juste faire une petite tâche, mais c'est faire un ensemble de tâches pour arriver à un but. Ce qui est intéressant ou ce qui est pas intéressant à faire est mêlé ensemble dans le fait que si on veut atteindre ce but-là, il faut faire les deux. OK. Et ça veut dire qu'un projet qui ne trouve pas de volontaire ne lèvera pas. Absolument pas. Un bon exemple qu'on a de... On va en parler tantôt. Oui, on va en parler tantôt. Oui. Parfait. Fait que ça, c'est nos 5 paliers. Dans le fond, le spectre dans lequel on joue, fait qu'on parle du statu quo jusqu'à des endroits où, si on trouve pas de volontaires dans nos murs, il n'y a rien qui se passe. C'est pas un projet qui est assez intéressant ou on n'a pas assez vendu la valeur de ce projet-là. La vaste majeure partie des entreprises sont toutes au niveau 1. Ouais. J'en ai vu quelques-unes au niveau 2, puis j'ai vu des parties d'entreprises, donc des départements des fois qui pouvaient aller jusqu'au niveau 3. Écoute, j'ai été dans les niveaux plus élevés, moi, je raconterai l'expérience un petit peu plus tard. Ouais. Juste dans les départements puis dans des équipes en particulier. Mais c'est très intéressant. Parfait. OK. Fait que là, on va parler de la situation actuelle, le statu quo. Qu'est-ce qu'il y a de si dérangeant, dans le fond, à se faire offrir une boîte puis de se faire dire grandis dans cette boîte-là puis dépasse-la pas. T'sais? C'est sûr que là, tout le monde a des envies de s'améliorer, d'évoluer, des aspirations, des choses qu'on aimerait faire. Puis essentiellement, le message qu'ils reçoivent, c'est ça sera pas ici, puis ça sera pas dans ce rôle-là. Ça sera pas dans ce job-là. Puis je connais du monde qui vont rire en entendant ça, qui se sont fait souvent dire c'est pas pour ça que t'es appliqué. C'est de ta faute. T'avais juste à appliquer ça à la bonne job si tu voulais un autre job. Comme si on n'avait pas le droit d'évoluer dans le poste où on est en ce moment. Donc, là, le statu quo en ce moment, là, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Les taux de roulement en parlent, en font foi. Mais tu comprends, Olivier, pourquoi est-ce que tu peux pas évoluer dans ton poste? C'est parce que je suis trop bon. Je suis trop bon ce que je suis, c'est pour ça. Des fois, c'est ça. Je me suis déjà fait... Ils ont fait dire ça, là, justement, que j'étais trop talentueux à faire ce que je faisais. Ils ne pouvaient pas me donner une promotion. Ouais. Mais bien souvent, c'est le concept que ton organisation, c'est une entreprise, c'est une machine bien huilée. Tu peux pas prendre un rouage ou un mécanisme dedans et puis le changer de forme. Ça ne fonctionnera plus. Donc, il faut vraiment briser cette mentalité-là parce que, tu sais, c'est pas de l'ingénierie gérer une entreprise, OK? C'est du jardinage. Oui, c'est exact. De comprendre la dynamique entre plusieurs systèmes complexes, puis donc qui forment un écosystème, puis de gérer cet écosystème-là.
Donc, c'est autant un art qu'une science. Définitivement. Puis le jardinage, tu sais, je veux dire, on peut pousser l'analogie très loin, là. Il y en a qui parlent à leurs plantes, là. Il y a combien de managers qui parlent pas à leur monde, c'est toutes des affaires, là. On peut arroser le monde en masse. Ça prend un peu de soleil, pas juste des nuages, tu sais. Mais... Puis comme une plante à qui tu donnes pas l'espace qu'elle a besoin, elle va juste dépérir. Puis c'est ce qu'on voit avec beaucoup d'employés. Soit ils vont juste finir par se tanner et faire « OK, je m'en vais », ou ils vont juste accepter leur sort. Ça, c'est encore pire, parce que tout leur potentiel, tout leur talent est juste gaspillé. Tu sais, on engage des gens compétents, on cherche à avoir les meilleurs en entreprise, puis après ça, on les confine dans une petite boîte, puis on lui dit « Ben reste là, puis fais pas de vagues. » Ouais. C'est d'une tristesse, puis c'est l'une des raisons pourquoi j'ai arrêté de travailler à temps plein, là, parce que je voyais ça partout autour de moi, puis je veux dire que comme consultant, je le vois encore pareil. C'est omniprésent. Là. Ben, au moins, en tant que consultant puis en tant que formateur, ben, on peut se plaindre contre ça, puis ils peuvent pas nous mettre dehors. Mais le principe qu'on voit souvent dans les contrats là, et toute autre tâche connexe, là, c'est pas une bonne façon pour pallier à cette limite-là. OK? C'est juste, tout le monde le sait, c'est une façon d'essayer de vous mettre plus de travail sur le dos pour rien. Mais tu sais, il y a beaucoup d'employeurs qui vont se plaindre que les employés n'ont pas d'initiative. C'est probablement la plainte que j'entends le plus souvent. Mais c'est uniquement de leur faute. Si tu crées un système qui va tuer l'initiative, ben, il faut pas t'attendre à des miracles, là. Il y a une couple de semaines, j'ai fait une publication LinkedIn qui a été assez populaire, puis c'était exactement ça, dans le fond. S'il y a une chose plus triste à entendre que c'est pas mon travail, c'est de se faire dire c'est pas ton travail. Puis désolé de me soucier de l'entreprise, j'avais des bonnes idées, mais la prochaine fois, je les garderai pour moi. Parce que, des fois, c'est juste ça. On a créé un environnement où les idées, on se fait voler ou bien on se les fait enterrer. Voyons les alternatives. Là, on voulait donner des exemples qui sont à mi-chemin, donc la dynamisation des rôles émergentes, à quoi ça ressemble quand on commence. Puis on verra plus tard là, des exemples un peu plus extrêmes. Oui, à mi-chemin, une transformation pour aller plus vers des rôles que des postes. Ça implique l'implication de faire exploser les postes dans les responsabilités qui les constituent. Okay? On sépare là, les différentes responsabilités. Ils ont toujours besoin d'être faites. La plupart du temps, c'est pas toujours le cas. Mais on veut regarder les responsabilités eux autres mêmes. Okay? À partir de ce moment-là, soit, comme on a vu au niveau 3, on peut commencer à concevoir son propre poste, ou on peut complètement éliminer l'idée des postes, puis aller uniquement se pencher sur ces responsabilités-là. Donc, ce qu'on veut que le travail qui ait besoin d'être fait soit fait, mais qu'on puisse peut-être avoir une approche plus de groupe, plus basée sur les intérêts de chacun et les compétences de chacun. Oui. Comme je disais en entrée de jeu tout à l'heure, là, j'ai vécu quelque chose de semblable là, dans la compagnie qui s'appelait Marine Presse à l'époque. Donc, moi, j'étais gestionnaire de développement logiciel. Là. Je m'occupais des développeurs, puis j'avais 4 autres gestionnaires qui travaillaient avec moi dans le même département et un vice-président. Puis à un moment donné, on a fait cet exercice-là. C'était pas prévu vraiment, là, ça a juste émergé comme ça. On s'est enfermé les 5 gestionnaires puis le vice-président dans une salle, puis on a décidé de noter sur le tableau qu'est-ce qui doit être fait. Pas c'est quoi nos tâches, pas c'est quoi nos responsabilités, qu'est-ce qui doit arriver dans le département. Fait que c'était pas la job des gestionnaires simplement, là, mais qu'est-ce que un département de développement logiciel doit faire, mettons, sur un mois, disons. Fait que des exemples, il y avait, accueillir les nouveaux, faire l'onboarding des nouveaux, préparer la mise en prod, faire les release notes, ces affaires-là, tout ce qui doit arriver. On avait une 50aine d'items, on a rempli le tableau comme il faut. On a passé l'heure suivante à se porter volontaire pour s'assurer que ces choses-là arrivent. Et ce qui était super intéressant, c'est que, c'est sûr que naturellement, gérer les développeurs, c'est moi qui l'ai pris. Mais il y avait 2 autres personnes qui étaient en file puis qui se proposaient pour gérer les développeurs. Je trouvais ça pas mal intéressant, là.
Puis, il y a des items qui ont trouvé des preneurs, là, que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait. Bref, après 1 heure, on avait couvert 98% des tâches qui devaient arriver avaient un champion. Puis, 90 de ces 98%-là avaient plus qu'un nom. Des fois jusqu'à 3 ou 4 noms. Puis, le monde est reparti de là, dans le fond. Bon, les petits derniers restants que personne ne voulait ont été séparés parmi ceux qui s'étaient portés moins volontaires pour autre chose. Mais c'est qu'on est tous repartis avec des responsabilités sur des choses qu'on avait envie d'essayer, qui n'étaient pas nécessairement naturelles pour nous. Puis, comme il y avait plusieurs noms sur chacun des items, on n'était pas seul à le faire. On avait du backup. Fait que, tu sais, des fois, quelqu'un qui dit « Écoute, moi, je fais ça depuis 10 ans. Fait que si tu le veux, là, fais-les. Je vais t'appuyer là-dessus. » C'était vraiment intéressant parce que il y a un paquet de choses d'abord que j'ai appris de mes collègues. Il y a bien du monde qui s'intéressait à des choses qui étaient complètement en dehors de leur champ de compétences. Puis qui ont trouvé immédiatement un mentor, celui qui le faisait tous les jours, pour pouvoir les aider à faire ça. Fait que quand on est ressorti de là, on est rentré là, on était 5 gestionnaires séparés, puis on est ressorti de là, on était une équipe de gestionnaires qui travaillaient pour leur monde. C'était vraiment quelque chose à voir. Ça a donné des pas pires résultats. Je pense pas que ça a bien vieilli depuis que je suis là. Ça a changé 3-4 fois de modèle, je pense, que depuis que je suis parti. Mais c'était une expérience que j'oublierai pas de sitôt, certain. Puis c'est exactement ça, là. On a vraiment... En groupe, on s'est approprié les responsabilités, puis c'était des responsabilités de groupe. Ça veut dire que si on se plantait, c'était tout le monde qui était coupable. Là. Et tu sais, le principe de base du taylorisme, que les employés, en fait, ça veut pas travailler, ça veut juste ramasser de l'argent, pardon, on voit ici à quel point c'est de la foutaise, là. Les gens ont envie de performer, ont envie d'apprendre de nouvelles choses, puis s'ils font un métier, c'est parce qu'ils aiment leur métier. Tant et aussi longtemps qu'on présente ça d'une façon intéressante, les gens vont être intéressés non seulement à faire ce qu'ils ont à faire, mais à explorer leur potentiel. Absolument. Puis je tiens à préciser qu'on était 5 gestionnaires et le VP. Le VP n'a pris absolument aucune des responsabilités là-dedans. T'sais, on s'est tous approprié les responsabilités du département, puis en brillant par son absence de responsabilité, essentiellement, le VP nous a donné tout le pouvoir décisionnel qui venait avec ces responsabilités-là. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça exporter ça ailleurs. J'ai pas réussi encore. Là, tu viens de mettre le doigt sur l'élément le plus important. Tu sais, il y a pour tout, il y a une responsabilité, il y a l'imputabilité qu'on le fasse, et puis il y a l'autorité de pouvoir le faire. Ça, ce sont les 3 éléments qu'on peut avoir quand on délègue quelque chose. Il faut toujours déléguer les 3 ensemble, parce que si on ne le fait pas, c'est une fausse délégation. Habituellement, on va déléguer l'imputabilité, puis la responsabilité. Fait que fais-les, puis tu es responsable, mais je me garde l'autorité. Fait que si jamais je change d'idée, ben c'est mon idée qui part, parce que je suis ton supérieur, puis c'est moi qui ai l'autorité. Fait que bref, tu as délégué le blâme. Exact. Le travail puis le blâme. Ouais. Mais là, dans le cas que tu as dit, c'est clairement les 3 éléments vous ont été délégués, même si vous l'avez pris plus que lui vous les a donnés. Mais le fait en bout de ligne, en pratique, c'est ça qui est arrivé. Oui, puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était implicite là. C'était vraiment intéressant. OK. Donc, regardons un exemple qui est un peu plus extrême, là, plus dans les extrémités du progressisme. Là. On parle d'élimination des postes, là, carrément. On va aller avec Valve, par exemple. Ouais. OK. Valve, c'est plus une question de poste vraiment. C'est une flatarchie, là, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé la couche de gestion, si on veut, de l'entreprise. Ouais. En tout cas, la majeure partie de la couche de gestion. Maintenant, jusqu'à quel point le modèle est aussi beau que ce qu'ils nous présentent, c'est une autre affaire. Mais un des points super intéressants qu'ils ont, c'est que chacun de leurs projets de produits est un peu ce qu'on a parlé, le modèle du marketplace. C'est-à-dire, quelqu'un a une idée, il va faire un pitch à tout le monde, puis les gens qui ont envie de travailler avec lui prennent leur bureau, le tassent à côté du sien, puis ils se mettent à travailler ensemble. Wow. OK? C'est pas un rêve, ça, un peu pour un développeur? Ben, pour n'importe qui, parce que, je veux dire, eux autres sont des projets de jeu principalement, mais essentiellement, tout dans l'entreprise est fait comme ça. Puis, c'est pour ça aussi que, tu sais, Valve vont quand même publier des jeux où c'est clair qu'il y a une passion
dans ce qui est fait. Puis la plus grande plateforme de distribution de jeux vidéo, là, Steam, a été, c'est une des choses qui est ressortie de ça. Mais ce système-là va aussi faire que si c'est le studio qui décidait qu'est-ce qui va être fait, on aurait Half-Life 3 depuis longtemps. Ouais, moi je comprends la référence, mais j'ai jamais joué à Half-Life 2, je suis un de ces hérétiques-là. D'autres entreprises qui fonctionnent un petit peu comme ça aussi. On peut regarder l'entreprise mexicaine Nearsoft, qui est une autre entreprise de logiciels. Eux ont le même concept, mais qui s'applique à toutes les initiatives qui vont être prises au sein de l'entreprise. Que ce soit, est-ce qu'on a besoin de recruter quelqu'un ou est-ce qu'on change de fournisseur pour la machine à café? OK. Okay? C'est tous des sujets qui sont mis sur le même billboard et puis les gens qui veulent faire partie du groupe de discussion de ces sujets-là, qui va être aussi un groupe d'action. Ils font pas juste parler, mais ils vont décider qu'est-ce qui va être fait, puis ils vont le mettre en place. Ben, ils vont pouvoir se joindre à ces groupes-là. On peut se joindre à un ou plusieurs, dépendamment de son temps. Puis on contribue ce qu'on s'engage à contribuer dedans. Là, ça, c'est 2 exemples qui sont en logiciel. Fait qu'avant qu'il y en ait un qui me dise « Ouais, mais ça marche pas dans d'autres domaines », ben, il y a un fabricant de prothèses auditives au Danemark qui s'appelle Oticon, ou je sais pas quel accent je devrais avoir pour prononcer ça. Je devrais être en mesure de te répondre, mais non, je peux pas. Eux autres ont éliminé tous les départements, tous les titres, puis enlevé la couche de gestion. Puis toutes les activités toutes les activités de l'entreprise sont suggérées puis décidées par les employés pour atteindre des objectifs de profitabilité. OK. Puis toutes les suggestions qu'ils ont à faire sont affichées dans le marketplace comme les autres le font. Tu vends l'idée, puis si les gens décident d'embarquer, ils embarquent. Puis s'ils embarquent pas, ça meurt, puis ils vont juste trouver autre chose pour atteindre leurs objectifs. Okay? Là, les autres, c'est de la manufacture, là. Oh oui. Puis, tu sais, si on commence à faire des parallèles avec des épisodes qu'on a fait par le passé, là, c'est-tu moi ou s'il n'y a pas de valeur au projet, ça meurt, là? Parce qu'on parle d'atteindre une profitabilité, là. Fait que si personne croit en la valeur de ce qui est proposé, ça lève pas du tout. Ça commence à être intéressant, là. Il n'y a pas de bullshit work là-dedans, là. Il y en a pas du tout. On s'entend aussi, le spectre qu'on a pour chacune des tendances va se regrouper d'une tendance à l'autre. Okay? C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre un palier 5, avoir un marché comme ça interne, sans avoir le pouvoir décisionnel qui va être proche du problème, sans avoir la valeur de mis en priorité. À un certain point, toutes les tendances commencent à se mêler. On peut faire les 2-3 premiers paliers en les gardant divisés, puis après ça devient difficile. OK. Excellent. Là, il y a des auditeurs qui sont des preneurs de décision. Il y a des auditeurs qui sont des employés. Puis je suis pas mal certain que tout le monde se demande comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, peu importe ma place dans l'hiérarchie, parce que j'imagine que la plupart sont dans des hiérarchies. Comment on fait pour piratiser cette patente-là? La première des choses à faire, la première des choses à concevoir, si vous êtes dans une hiérarchie bureaucratique extrêmement rigide, ça va être difficile. OK? Ouais. Parce que quand on commence à parler de description de poste, si c'est en lien avec l'évaluation annuelle, puis si quelqu'un fait des choses un petit peu différentes à ce qui était là, il va perdre son bonus, par exemple. Attendez-vous à avoir beaucoup de résistance. Aussi, donc, tout le monde qui a le même titre de poste doit faire la même chose. Exact. C'est difficile. Ouais. Pour que ça fonctionne, si vous êtes un décideur dans l'entreprise, quelqu'un d'assez haut placé pour changer les façons de faire de l'entreprise, la première des choses que vous devez faire, c'est de briser la relation entre la description de poste puis l'évaluation annuelle. C'est sûr que de nos jours, on va même dire briser l'évaluation annuelle, une évaluation une fois par année basée sur des objectifs mis l'année passée qui sont essentiellement un copier-coller de votre description de poste, ça sert à rien. Puis c'est probablement déjà obsolète. Oh oui. Oui, ben c'est ça. Donc, si vous êtes dans une grosse hiérarchie bureaucratique lourde et inflexible, puis vous êtes un décideur et que vous voulez mettre ça en place, le meilleur truc, c'est de faire une petite expérience contrôlée avec un groupe pilote. OK? Demandez-vous sur le spectre, sur les 5 paliers qu'on vous a mentionnés,
jusqu'où vous vous sentez confortable d'aller. Allez pas plus loin que ça. Okay, des fois, ça va juste être le 2e palier. Des fois, ça va être jusqu'au 3e palier. Si vous êtes confortable d'aller plus loin, allez-y. Mais si en partant, vous dites c'est de la fantaisie et ça ne fonctionnera pas, essayez même pas. Okay? Ouais. Allez-y avec quelque chose que vous êtes confortable. Parce que l'idée, c'est si vous vous lancez dans l'expérience, il ne faut pas l'arrêter. Okay? Il faut l'aider à se réajuster jusqu'à temps que vous ayez une victoire. Il ne faut pas accepter un échec. Là. De toute façon, ça va faire mal. Là. T'imagines-tu remettre ça comme c'était avant, avec tous les gens qui ont goûté à ce genre de liberté-là et de potentiel-là à développer? Ça va faire beaucoup plus de troubles que de le laisser continuer. Clairement. Donc, ça, c'est la meilleure façon, la plus simple pour commencer. Donc, vous faites une petite expérience, vous montrez que ça fonctionne. Donc, vous continuez l'expérience jusqu'à temps que vous arrivez à figurer le bon modèle qui fonctionne pour votre entreprise. OK? Puis après ça, vous pouvez commencer à l'étendre à un autre groupe qui va se porter volontaire. Puis après ça, un autre groupe, puis après ça, un autre groupe, puis jusqu'à temps que vous ayez une masse suffisamment grande pour dire, OK, maintenant on roll ça out pour tout le monde. Puis si ça marche, puis le monde sont contents, il va en avoir des groupes volontaires. Absolument, absolument. Maintenant, si vous êtes à l'inverse, qui est le cas, je suis certain, de la vaste majeure partie des gens qui nous écoutent, vous êtes soit des agents de changement ou vous voulez l'être, mais vous n'avez pas l'appui de votre direction. Partez avec une équipe ou avec un petit département où vous avez suffisamment de support à l'interne. Trouvez les gens qui sont insatisfaits avec l'approche actuelle. Okay? Ça va être les premiers, les plus ouverts à changer. Puis, commencez à modifier les descriptions de tâches. Commencez à les éliminer. Commencez à changer les postes pour quelque chose d'un peu plus haut niveau. Ou au minimum, changer les dynamiques à l'intérieur de l'équipe tout en gardant les mêmes descriptions de postes. Faites juste les ignorer. Okay? À petite échelle, ça fonctionne. Ouais. Puis quand vous avez un succès, bien, vous commencez à vous faire des munitions pour aller gagner votre argument de est-ce qu'on peut faire une expérience publique avec ça, un petit peu plus grande. Okay? Montrer du succès en premier. Parfait. Si vous êtes juste un employé, puis c'est le genre de choses que vous voulez avoir, parce que là, il va falloir vous trouver des alliés parce que tout seul, ça ne fonctionnera pas. Donc, les alliés, vous allez pouvoir les avoir du côté des ressources humaines, trouver les bonnes personnes qui sont là, puis du côté des gestionnaires. OK? Pas nécessairement le vôtre. Pas nécessairement le vôtre. Quand vous devez trouver des gens pour vous appuyer, encore une fois, les meilleurs alliés potentiels, ce sont ceux qui ont une douleur à régler. OK? Trouvez les gens qui ne sont pas satisfaits avec le modèle, allez leur offrir une alternative. Oui, dans le fond, changer les gens, l'énergie qu'on investit à se plaindre dans quelque chose de positif, puis qui peut avoir un outcome vraiment intéressant. Là. Exact. Donc, si vous voulez commencer à piratiser ça, allez-y à petite échelle. OK? Essayez de gagner de la crédibilité dans ce que vous faites, que ce soit ouvertement si vous avez le support de vos supérieurs. Puis si vous l'avez, ce support-là, il faut que ce soit ouvert. Hein? Il faut que ce soit aussi transparent que possible. Si vous ne l'avez pas, faites pas ça transparent au départ. Faites juste monter votre petite mutinerie. Puis montrer que c'est une façon qui est plus efficace de travailler, qui donne des meilleurs résultats, où les employés sont plus heureux, plus engagés, plus innovateurs. C'est pas une garantie que ça va fonctionner. Plus les entreprises sont basées sur des hiérarchies bureaucratiques extrêmement rigides, plus les chances de juste vous faire dire « Arrête-moi tout ça, là, ça marche pas, on veut rien savoir », plus ça va être un danger constant. OK. Ben, éventuellement, vous devez vous demander aussi, est-ce que c'est une bataille qui vaut la peine d'être faite? En tout cas, là où vous êtes présentement. Si vous êtes convaincu que c'est le genre de dynamique de travail que vous voulez avoir, vous êtes dans une entreprise qui clairement a aucun intérêt à aller vers quelque chose comme ça, demandez-vous si vous êtes à la bonne place. Oui. Merci beaucoup, Maurice, pour tes explications. Ben, ça me fait plaisir, Olivier. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'épisode. En accompagnement de cet épisode-là, il y a un article, 3 trucs pour réduire votre dépendance aux postes statiques, qui est aussi partagé sur notre blog, blog.gopirate.com.
Maurice a également écrit des descriptions de postes vers les talents et la maîtrise pour expliquer davantage le spectre de ce trend-là. Je vous invite à vous connecter avec nous sur notre page LinkedIn si vous avez des questions, des propositions de sujets, venez nous parler. On a aussi un groupe Facebook et pour nous encourager, ça se passe sur patreon.com/GoPirate. Sur ce, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.